qu'il y avait. Et au nom de tous mes collègues d'Habitat et Rénovation, en guise d'ouverture, déjà vous dire à quel point on est heureux de voir tant de monde dans cette salle. Alors on sait que c'est un sujet passionnant, les budgets citoyens, les budgets participatifs. On est heureux, on est aussi fiers d'avoir mené cette expérience pendant 4 ans, de 2017 à 2021. Mais on est aussi très humble, parce qu'on sait que cette expérience était juste une expérience. On n'a pas abouti à des recommandations fortes. L'expérience a été très compliquée, empirique, et elle est donc du coup pleine d'enseignements. On va essayer de partager ça avec vous aujourd'hui. Pour certains, il s'agissait de quelque chose d'impossible, d'un délire d'idéaliste. Oui, peut-être que le budget participatif à Porto Alegre est né d'un délire planté toutefois sur la terre ferme de l'éthique. Ce système de gestion publique n'avait jamais été mis en place auparavant dans le monde. À mon avis, elle nous invite à identifier 2 traces importantes laissées par cette expérience, à savoir 1. Le budget participatif à Porto Alegre, il s'agissait d'un dispositif, ancré dans un programme politique plus large et cohérent, dans lequel la dimension éthique, c'est-à-dire la correspondance entre les principes et les actions, était au premier plan. 2. Qui rien n'est impossible. Ça ne se développe pas en Belgique. Il y a 5 conditions qui sont nécessaires pour les budgets participatifs. Paola a parlé des 3 principales qui sont vraiment celles qui sont reprises par tous les académiques. La volonté politique, la mobilisation de la population et des ressources financières. Parce que sans ça, il n'y a pas de budget participatif. Quoique, Porto Alegre a commencé avec des caisses vides. Après la dictature militaire, il n'y avait pas tellement d'argent dans les caisses. Donc ils ont commencé plutôt par le fait de régénérer les caisses. Donc c'était quand même possible. Nous, on a quand même rajouté le fait que dans nos contextes, il y a le croisement des intérêts qui est vraiment important parce qu'il faut décloisonner les populations en termes de villages, en termes de quartiers, en termes de communes. Il faut décloisonner parce que chacun pense trop en vase clos. On n'a plus cette lecture de ville collective. En termes de public aussi, tant que ce soit l'administration et les citoyens et les élus qui discutent entre eux que de discuter avec des personnes qui ont des réalités de vie très différentes. Et on a quand même repointé l'importance de la construction collective des règles et du fonctionnement qui fait que ce dispositif ne peut durer dans le temps que s'il est revu et réadapté. Donc on a pointé ces 5 conditions-là. J'ai essayé de faire l'exercice de vous pointer celle qui est la plus criante en Belgique. Franchement, j'ai pointé les 5. Donc je ne peux pas vous donner une raison plus forte de pourquoi ça ne fonctionne pas, mais il y a très clairement quelque chose de l'ordre de la représentation d'abord des politiques et de l'administration qui coincent, et un renforcement de la mobilisation citoyenne qui doit être fait, ça c'est sûr et certain. La table des connecteurs à l'Assemblée citoyenne de Jules d'Experts, c'était, on va dire, des espaces-temps dédiés vraiment à... qui avaient des objectifs différents, mais qui permettaient d'une manière ou d'une autre de réfléchir entre citoyens à comment est-ce qu'on vit notre quartier, comment est-ce que... quelles sont les priorités de notre quartier, comment est-ce qu'on entend répondre à ces priorités, et quels sont les acteurs qui permettent d'avancer dans les différents projets. Et donc, quand je dis les acteurs, c'est évidemment les services communaux et les politiques également.
Mais ça nous a permis aussi de raccrocher en fait toutes ces dynamiques citoyennes qui ont développé au projet plus général du contrat de quartier, qui, comme vous le savez, c'est des millions d'euros qui sont dédiés à la construction d'équipements publics, d'aménagement d'espaces publics, etc. Et donc, tout ce réseau qui a été créé a été de façon assez facile. Il a été assez réactif et a montré un intérêt important sur les autres projets du contrat de quartier. Ils se sont déplacés aux assemblées générales, ils sont venus aux permanences qu'on a mis pour informer de l'enquête publique des différents projets, ils se sont exprimés à ce niveau-là. Ils ont participé à d'autres projets socio-économiques du contrat de quartier, et plusieurs personnes qu'on a accompagnées sont devenues membres de la COQ aussi, donc de la commission de quartier, et donc ça c'était intéressant aussi. Oui, alors donc c'était un projet, comme je le disais, qui permettait vraiment qui permet en tout cas un potentiel de lier les habitants avec les acteurs communaux, donc que sont l'administration et le politique. Et donc à plusieurs reprises, il y a eu des échanges vraiment en face à face entre des groupes citoyens et des personnes de l'administration pour avancer sur les dossiers, mais aussi avec les échevins qui, à plusieurs reprises, sont venus sur le terrain, sont descendus dans la rue pour pouvoir discuter avec les habitants, comprendre quel était leur projet. Et donc ça, c'était essentiel aussi pour nous de recréer un lien de confiance et un lien direct entre des administrations qui parfois peuvent sembler très très éloignées de la réalité des habitants, et aussi les politiques. Voilà, donc on a fait une série de démarches dans ce sens-là. Notamment une promenade qui permettait, parce qu'il y avait beaucoup de projets citoyens qui avaient lieu dans le même quartier, les administrations, les associations et les politiques n'avaient pas forcément conscience de cette ébullition de projets, donc mélangeaient un petit peu tout. Et donc les citoyens avaient des retours divers et variés qui n'étaient pas les mêmes selon la personne à qui ils s'adressaient. Donc à un moment donné, on a décidé de faire une sorte de réunion exploratoire dans le quartier avec les membres du collège, avec l'administration, des acteurs sociaux du quartier et des habitants, pour passer en revue un petit peu l'ensemble des différents projets, que tout le monde ait un discours commun et intelligible, compris par tous, etc. Donc pour dénouer un petit peu aussi des écueils. Voilà, un potentiel de développement social. Donc ici, la temporalité, 4 ans, c'est quand même assez court pour vraiment arriver à amener un changement sociétal fort dans un quartier. C'est un peu court pour mettre en place vraiment quelque chose qui va arriver à avoir un impact sur du très long terme. Mais en tout cas, on a relevé qu'il y avait vraiment des débuts de quelque chose qui pouvait vraiment développer un effet pour le développement du quartier. Voilà, la nécessité d'espace et de moments dédiés, donc ça c'était vraiment une conclusion qu'on avait faite, c'était très difficile de mettre en place comme ça un processus vraiment citoyen. C'était compliqué en fait pour que les citoyens s'approprient réellement les enjeux du quartier sans lieu dédié. Et donc ça c'est un petit conseil que je peux donner à tout le monde si vous êtes amené à développer ce genre de truc, c'est un local de quartier ouvert aux habitants, qui puissent s'approprier facilement sans avoir trop de contraintes, qui puisse être un moment en fait qui permette des échanges, qui permettent à la diversité des habitants de quartier d'un moment donné se réunir ensemble et réfléchir mais qu'est-ce qu'on veut pour le quartier, quels sont les enjeux, les vrais enjeux de fond auxquels notre quartier sont confrontés. Parce qu'ici, au final, on a réussi à développer toute une série de projets qui ont eu des effets certains sur le quartier, mais au niveau d'impact sociétal, ça reste très limité. Et donc, on frôle quelque chose et il y a moyen d'aller plus loin en termes de gouvernance, en termes d'appropriation des enjeux. Voilà, et un accompagnement pour nous qui est absolument essentiel, c'est qu'on se rend compte de l'absolue nécessité d'avoir ce que nous on a appelé un tiers acteur, donc avec un tiers budget, un tiers lieu, c'est un peu la trilogie. Donc la nécessité d'avoir un lieu, la nécessité d'avoir un budget, la nécessité d'avoir un acteur opérationnel qui est
les compétences et la sagacité et la flexibilité pour développer un projet qui est quand même assez technique, hein. C'est quand même la gestion d'un budget, c'est mettre en place des conventions, c'est fédérer des habitants, notamment des habitants qui ont des profils parfois psychosociaux compliqués. Et donc c'est vraiment toute une série de compétences et de maîtrises qui sont pas anodins et qui nécessitent en fait vraiment des compétences super fortes, un temps assez gigantesque. Voilà, et un engagement très important. Et donc voilà, si on veut arriver à faire du développement communautaire dans le quartier, si on veut arriver à ce que les citoyens s'emparent de la question publique, ça nécessite quand même des accompagnements importants. Voilà, j'essaie de faire. Merci. Et encore sur cette expérience à Port-Relais. En fait, aux assemblées et aux réunions, on discutait des idées, des principes, des enjeux, et pas des projets. C'est ça que je viens un peu de me rendre compte, un peu cette différence, un peu de tout ce qu'on a parlé. On n'en parlait pas si on va faire des trucs, des peintures, c'est pas des grandes, des petites choses, mais c'est vraiment quelles sont nos idées, nos préoccupations, nos enjeux, c'est ça. Mais aussi une autre chose que le parole de monsieur m'a fait, est venu de me souvenir, c'est qu'en fait, il y avait toujours, à la première file, tous les techniciens du gouvernement, aux assemblées, aux réunions. On était là, mais il était là aussi, pas pour dire qu'est-ce qu'on devrait discuter, etc., mais ils étaient là vraiment pour nous aider. Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est pas jamais été vu comme quelque chose, car il vient aussi pour nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Et bon, je pense que ça, c'est une différence importante. On donne confiance dans la capacité des habitants d'identifier eux-mêmes quels sont les vrais enjeux. On n'a pas besoin d'un appel à projet pour identifier les vrais enjeux. Et parfois, les appels à projet sont trop limitatifs et ça ne permet pas à des projets qui, par ailleurs, sont hyper pertinents pour le quartier de se développer parce qu'ils seraient juste à côté ou juste ailleurs, etc. Et que les appels à projets aussi peut intéresser un certain public cible, mais par contre en exclure complètement d'autres. Et donc ça peut être très très réducteur, très excluant en fait, dans la mobilisation des habitants. Je peux ajouter quelque chose. Dans la pratique que j'ai d'accompagnement de communes, mais surtout en Afrique, c'est que systématiquement les appels à projets et les appels à manifestation d'intérêt organisent une concurrence, mettent les gens en concurrence. Là, le travail qui a eu lieu est vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce que la table de connecteurs a permis de faire rencontrer des gens et de faire en sorte qu'ils se mobilisent sur une thématique commune et qu'ils se coalisent pour travailler ensemble. Et donc, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas deux temps aux appels à manifestation, un temps où on sélectionne toutes les idées, et puis un autre, avant de se construire, où on met les gens en relation, comme la table de connecteurs, pour pouvoir faire plus, avec la même chose, avec la même force, avec la même énergie. Donc c'est vraiment important. Je viens de l'associatif, de l'EB. En fait, voilà, je vais juste partager de manière très courte mon expérience. Nous, on est une association, donc notre point fort, c'est qu'on a un public vraiment qui est convoitisé, qui est vraiment le public cible, donc le public qui est fragilisé. Et c'est notre point fort, donc on a ce public-là, et notre point faible, c'est qu'on ne sait pas écrire de dossier. Donc on a sollicité alors plein de gens sur Molenbeek pour nous aider à écrire les dossiers. Ça s'est toujours très mal terminé parce que c'était ou bien de la récupération ou de l'instrumentalisation, ou alors on nous a infantilisés, ou alors on avait un discours très paternaliste avec nous. Ça c'est un peu mon expérience. Donc ça c'est un point. Donc,
Et on est toujours dans le côté, vraiment on a un handicap d'écrire les dossiers, donc on a eu beaucoup d'opportunités, mais on ne sait pas écrire des dossiers. Et malheureusement, ceux qu'on sollicite, ça a toujours terminé très mal. On parle à certaines personnes, on sent des fonctionnaires, on ne sent pas des gens qui sont dans le lien en fait. Hein. Et moi je n'ai pas ce côté un petit peu procédurier, envoyer un mail, moi je suis dans le lien, et malheureusement, voilà. Donc, finalement, la capitalisation débouche là-dessus. Sur comment créer une fonction tierce, c'est-à-dire entre les élus et la population, qui se charge justement de faire remonter les choses avec suffisamment de rigueur, c'est-à-dire pas en inventant autre chose, hein, mais en étant le plus proche des gens, en ayant la capacité aussi de s'adapter au cours du temps. Donc effectivement, le problème de planifier en amont, c'est que quelque part, ça va se rigidifier du coup par la suite. C'est beaucoup plus compliqué de faire en sorte que les gens puissent s'approprier suffisamment pour entretenir tout ce qui va être mis en place, en tout cas en partie. Et donc une fonction tierce mais distribuée, où les élus ont leur rôle, où les populations et des personnes en particulier bien ciblées dans les populations, comme ça a été le cas dans les jurys d'experts, c'était les gens du quartier, puissent monter en force et qu'il y ait une structure qui coordonne tout ça, qui permettent de travailler sur catalyser tout ça, sur servir de médiateur quand il y a des conflits, quand il y a des tensions. Alors cette structure, ça ne doit pas nécessairement rester tout le temps la même. Ça peut être un secrétariat qui rassemble plusieurs structures. Il y a quelque chose à inventer là. Mais si on n'arrive pas à mettre en place quelque chose qui soit un petit peu pérenne par rapport à ça, ben on a ce qu'on observe pour l'instant dans XL, c'est-à-dire toute une série de choses vraiment intéressantes qui ont été mises en place, mais qui sont en train de s'étioler parce qu'elles ne sont pas en fait activées.